l'édition de la rédaction. Chargé de projet à Pax Christi Wallonie-Bruxelles, qui est avec nous en studio. Edgar Schatz, bonjour. Bonjour. Alors, un des derniers numéros de la publication de Pax Christi, Signe des temps, que nous avons ici d'ailleurs avec nous, donc était consacré à la concurrence des victimes. Dans votre introduction, vous le dites très clairement, l'affrontement des mémoires, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau par contre, c'est que certains groupes se battent littéralement pour obtenir le statut de victime, un statut qui pourtant était méprisé à une certaine époque. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Vous avez tout dit. La réponse à la question, on ne la connaît pas vraiment. Comment se fait-il que le statut de victime, qui historiquement et dans la plupart des cultures était plutôt un statut honteux, un statut qu'on essayait de cacher, qu'on stigmatisait, etc., soit devenu un statut enviable ? Alors il y a une raison qui est purement, je dirais, à la fois économique et légale, c'est que le statut de victime entraîne le droit à une série de réparations, en termes juridiques, mais aussi en termes financiers. Mais on sent bien que ce n'est pas uniquement des intérêts matériels que cherchent les personnes qui souhaitent obtenir, ou les groupes qui souhaitent obtenir le statut de victime. C'est aussi une espèce de statut symbolique qui, à mon sens, a quelque chose à voir avec l'irresponsabilité. Une fois que vous êtes désigné presque en termes absolus comme victime, au fond, vous n'êtes plus responsable de rien. Tout ce que vous pouvez faire, y compris de nuisible ou de négatif, va être épongé, excusé par ce statut de victime que vous avez réussi à obtenir. Et donc, je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher l'envie que manifeste une série de personnes ou de groupes d'obtenir ce statut de victime, avec tout ce que ça peut avoir de morbide, évidemment. Alors finalement, la victimisation, un phénomène qui existe de plus en plus, c'est finalement essayer d'être plus visible, qu'on reconnaisse son statut. On a subi quelque chose, on veut qu'on le sache. Voilà, exactement. Et donc il y a une composante tout à fait, je dirais, normale, démocratique et saine dans l'affrontement des mémoires. Le fait, et on est bien placé pour le dire en Belgique, le fait que un pays, c'est différents groupes qui coexistent et qui essayent de forger un récit national à partir des différentes histoires de chacun de ces groupes. En Belgique, par exemple, l'histoire de nos concitoyens d'origine congolaise est extrêmement peu reconnue. Et il y a la colonisation belge fait l'objet d'un très large déni. Et donc c'est tout à fait normal que les citoyens d'origine congolaise s'organisent, revendiquent par exemple, ça a été le cas il y a 2-3 ans, le fait qu'il y ait une place Patrice Lumumba à Bruxelles. Tout ça est parfaitement sain, démocratique et normal. Ce qui ne l'est pas, c'est la réponse des autorités belges d'ailleurs. Par contre, on ne voit pas très bien quelle dynamique positive peut amener l'obtention d'un statut de victime précisément. Là, on entre vite, d'où l'expression concurrence victimaire, dans la comparaison. J'ai plus souffert que toi. Typiquement, le genre de choses que produit Dieudonné, quand il parle de tout le discours de commémoration du génocide juif comme de la pornographie mémorielle, etc., et qu'il met en balance avec l'esclavage, comme si, en fait, le fait qu'il y ait eu de l'esclavage rendait la Shoah moins grave, ou enfin, on ne sait pas très bien où il veut en venir. Et donc, là, on entre dans quelque chose de potentiellement dangereux et d'assez récent, comme vous l'avez dit. Le terme concurrence victimaire, enfin concurrence des victimes, a été forgé par un philosophe et sociologue belge d'ailleurs. Il aurait dû en déposer les droits, il serait riche à l'heure qu'il est, qui s'appelle Jean-Michel Chaumont, qui est prof à l'UCL, et il a travaillé là-dessus à la fin des années 90, dans un contexte particulier. En fait, lui parlait de la concurrence des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, donc Chaumont, en 97, je crois, parlait de concurrence des victimes. C'est là que la définition, ou l'expression en tout cas, est véritablement née. Exactement, c'est lui qui a lancé ça. Et donc là, on n'était pas vraiment dans l'affrontement de différents groupes, pour dire par exemple les Juifs et les Noirs, pour faire très vite. C'était la concurrence entre victimes de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, entre prisonniers politiques et déportés juifs. Où il y avait toute une série de luttes pour des statuts, de disqualifications de part et d'autre, etc. Et c'est ça qui l'a fort intrigué. Et depuis, évidemment, le concept a pris une certaine autonomie et on en parle pour désigner d'autres types de concurrence entre d'autres types de victimes. Alors, vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a plutôt une concurrence des mémoires plutôt que des victimes, avec en ligne de mire, vous venez de le dire, la place jugée prépondérante qu'occuperait le génocide juif. Finalement, on a envie, on jalouse cette place. C'est pas un peu morbide ? C'est extrêmement morbide. Alors, il y a probablement... Il y a différents problèmes avec l'affirmation que le génocide juif occuperait une place prépondérante. Alors, il y a
un problème particulier, me semble-t-il, qui est que c'est une histoire européenne, et vis-à-vis des migrations plus récentes, post-Seconde Guerre mondiale, c'est pas leur histoire. Et donc, d'une certaine façon, on les fait adhérer à un récit auquel leurs parents n'ont pas participé. Et donc, ça peut avoir l'air d'être une forme d'imposition culturelle d'autant plus forte que leur histoire spécifique avec les dégâts liés à la colonisation, même si l'immigration maghrébine, par exemple, en Belgique, ne vient pas de pays qui ont été colonisés par la Belgique. Mais si l'histoire coloniale française et européenne, en général, est assez peu enseignée, assez méprisée en France et en Belgique. Et donc, il y a probablement à l'origine une espèce de conflagration un peu problématique, quoi, entre, c'est vrai, la place centrale qu'occupe le génocide juif dans l'histoire européenne, qu'on met en balance avec la politique israélienne actuelle, le manque de reconnaissance des victimes des politiques coloniales, et tout ça crée un mélange complètement détestable où on croit finalement, enfin où certains voudraient faire croire que une mémoire où l'hommage rendu à certaines mémoires se fait au détriment d'autres mémoires. Alors c'est sûr que dans un cours d'histoire, il y a un certain nombre d'heures qui est limité, mais sinon, l'espace symbolique n'est pas limité. On peut tout à fait faire de la place à toutes les mémoires. Et il est clair que, pour le dire comme ça, dans la mémoire à la fois coloniale en ce qui concerne le Congo et des immigrations postérieures à la Seconde Guerre mondiale, il y a encore énormément de travail à faire. Mais ce travail ne nécessite pas de, je ne sais pas moi, faire tomber de son prétendu piédestal le génocide juif. Voilà, il y a de la place pour toutes les mémoires, entre guillemets. Et justement, ce prétendu piédestal pour la communauté juive, finalement, le génocide juif, c'est principalement ce que Dieudonné rétorque à tort et à travers. D'ailleurs, c'est un peu sa logique à lui, c'est ce qui prend de l'ampleur aussi. Oui, et c'est vraiment une logique de concurrence des victimes où voilà, comme on parle beaucoup de la Shoah ou du génocide juif, on ne parle pas de l'esclavage. Les deux sont vrais, pour le dire comme ça, on parle beaucoup de la Shoah, on parle peu de l'esclavage. Mais je suis persuadé qu'il n'y a pas de lien entre les deux, en fait. On pourrait tout autant parler de l'esclavage en continuant à se souvenir de la Shoah. Il faudrait aussi s'en souvenir intelligemment, parce qu'en 94, quand il y avait un génocide rwandais, moi, j'étais en fin de secondaire et on m'apprenait plus jamais ça, mais tout en m'apprenant plus jamais ça, je n'ai rien vu à ce qui se passait au Rwanda. Donc il faut aussi faire de cette mémoire une mémoire active, intelligente, utile, mémoire qui soit productif d'engagement, de solidarité, et pas quelque chose d'un peu incantatoire comme ça l'est actuellement, peut-être un peu trop. Donc finalement, cette concurrence des mémoires, c'est un peu le fait que le génocide juif soit visible, en tout cas dans les manuels scolaires, et qu'il y ait donc finalement un certain déni de nos politiques, de ce qui s'est passé après. Vous avez parlé du génocide Hutu-Tutsi, il y a le massacre de Srebrenica, on parle moins du génocide arménien, sauf politiquement ces derniers temps, donc il y a peut-être un peu une marmelade assez spéciale en fait sur la thématique. Oui, c'est ça, il y a des mémoires qui n'ont pas le même niveau de reconnaissance, mais ça n'est pas par le mécanisme de la concurrence que ça va s'arranger, quoi. C'est comme il y aurait un groupe qui aurait réussi, et c'est relativement normal parce que c'est intégré dans l'histoire européenne, le génocide juif, enfin c'est des gens qui habitaient près de chez nous, etc. Le régime a participé à leur mort, à leur assassinat. Donc c'est normal que ça occupe une place importante de façon assez évidente dans nos mémoires, mais c'est pas parce qu'elle a cette place-là que d'autres sont étouffés dans leur mémoire. D'autres sont étouffés dans leur mémoire pour des raisons propres et spécifiques contre lesquelles il s'agit de lutter tous ensemble. Alors Edgar Schwartz, c'est quoi les conséquences finalement pour ces différents groupes qui se disputent cette place privilégiée, celle de victime ? D'une part, je le disais, il y a avec le statut de victime vient probablement l'octroi d'une certaine irresponsabilité et donc d'une absence de remise en question. Quand vous vous considérez comme victime, et qu'il soit considéré comme tel ou pas importe peu, si c'est à ça que certains groupes aspirent, ils vont avoir tendance à se dédouaner de leur propre responsabilité. Or, tous les groupes sont forcément, tout collectif humain est ambivalent, il y a du positif, du négatif. Et si vous voyez exclusivement comme victime, vous allez moins vous remettre en question, vous allez être plus passif, vous allez
avoir moins tendance à vous engager politiquement, parce que ça peut aller de pair avec une certaine forme de complotisme. On a toujours été rejetés, on ne veut pas de nous, et quand vous pensez ça, vous vous repliez sur vous-même, vous croyez plus dans l'action démocratique. Donc ça a des effets délétères et en fait très inefficaces et un peu performatifs en fait. En pensant que vous êtes éternellement victime, vous allez vous transformer d'une certaine façon en victime, en personne qui n'agit pas, mais qui est agie, qui subit le monde. Puisque si vous pensez que vous ne pouvez pas avoir d'influence sur le monde, vous n'essayerez pas d'en avoir et du coup, vous n'en aurez pas. Edgar Schotz-Retz est avec nous. On revient juste après la pub pour conclure sur cette interview. À tout de suite. Arabelle FM. Il est 13h22 sur Arabelle. On retrouve notre invité Edgar Schotz. Rebonjour. Rebonjour. Donc on parlait de concurrence des victimes, concurrence des mémoires. Finalement, quels sont les groupes qui, aujourd'hui, à notre époque, se battent pour le statut, on disait, le statut de victime? Quels sont les groupes qui se font concurrence? Il y en a beaucoup. Oui, on ne peut pas le définir de façon absolue. Il y a des tendances dans chaque groupe. Vous avez des tendances chez certains groupes catholiques à dire et ils ont certains arguments parfois, qu'on se permet de dire à l'égard des catholiques des choses qu'on ne se permettrait pas à l'égard des juifs ou des musulmans. Vous pouvez avoir parmi la communauté homosexuelle avec aussi des bons arguments, des revendications victimaires. Vous avez ça évidemment chez différentes communautés immigrées avec des très bons arguments également. Donc c'est très très vaste. Il y a même, à mon avis, on devrait pouvoir pister ça. Je n'ai jamais vraiment étudié sérieusement, mais la façon dont l'extrême droite se présente comme victime, c'est un discours de Jean-Marie et de Marine Le Pen est toujours un discours de rejeté, de banni, on ne veut pas de nous, on nous empêche de parler, etc. etc. C'est un discours finalement très confortable, ou une place très confortable. Donc lister de façon exhaustive les groupes est un peu difficile, mais le mécanisme est intéressant dans la mesure où il est très répandu. Alors Edgar Schotz, je reprends votre analyse. Vous dites que derrière l'absurde, il y a quand même du sens. Oui, je pense que le sens derrière la concurrence victimaire, c'est la revendication mémorielle, c'est-à-dire d'être reconnu dans son histoire collective, en particulier quand cette histoire collective est refoulée ou niée. En Belgique, le cas le plus évident, comme je l'évoquais, c'est l'histoire de la colonisation congolaise qui fait encore l'objet de très peu de discussions publiques, le fait qu'il y ait une statue de Léopold II et que ça ne semble pas déranger grand monde, le fait qu'il y a... Surtout qu'elle est placée en face du quartier Matangé, voilà, ce qui n'est pas rien. Exactement. Le fait qu'il y ait encore des noms de rues qui portent, des rues qui portent le nom de gens pas nécessairement recommandables, le fait que, encore dans la presse, en particulier dans la Libre Belgique, qui est un peu la presse de la haute bourgeoisie catholique, ce soit très difficile d'aborder certains sujets liés à la colonisation, que vous avez un échevin de la ville de Bruxelles l'an passé qui voulait organiser un cocktail en hommage à Léopold II. Enfin, il y a encore une série de choses qui sont absolument aberrantes. Et donc ces revendications-là, de la part de la communauté d'origine congolaise ou l'ensemble des Africains, enfin des personnes d'origine africaine présentes à Bruxelles, sont totalement légitimes. Il se fait que parfois elles prennent aussi, ces revendications, le tour de la concurrence des victimes. La Dieudonné n'est pas pour rien, évidemment. Et là, c'est regrettable et dommage. Mais donc il ne faut pas, pour utiliser une expression un peu galvaudée, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que certaines revendications prennent des formes regrettable que le fond des revendications ou ce qui se cache derrière ne mérite pas d'être écouté. Alors Edgar Schotz, ultime question, c'est quoi la solution finalement? Qu'il y ait une hiérarchie, que tout le monde soit sur un pied d'égalité, c'est possible ça? Non, ce ne sera jamais possible. Il y a toujours la démocratie, c'est aussi l'organisation des concurrences, des mémoires, etc. Mais on peut en tout cas acter qu'il y a de fait certaines mémoires qui sont beaucoup moins prises en compte que d'autres, et ça dépend où on est évidemment. Moi en tant que blanc de souche j'ai pas le même rôle que quelqu'un d'origine congolaise ou quelqu'un de confession musulmane, donc chacun, pour le dire comme ça, je suis un dominant, donc ce que je peux faire, c'est accompagner les mouvements des dominés sans me substituer à eux. Ce qu'on peut faire au niveau étatique, c'est aider à l'auto-organisation de certaines communautés pour qu'elles puissent de façon positive porter leur mémoire et intégrer leur mémoire dans le récit national. L'avantage du récit national belge, c'est qu'il est quand même très poreux, on n'a pas un truc
très grandiose comme en France. Donc le récit est sans doute plus amendable que le récit français. Merci Edgar Josse, c'était donc le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes chargé de projet à Pax Christi Wallonie-Bruxelles, qui était donc notre partenaire de ce lundi 3 octobre. C'est la fin de cette édition de la rédaction. Merci.